Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette ultime table ronde de la journée. Aujourd'hui, on va discuter des moyens de faciliter et d'améliorer la coopération entre les entreprises et le monde de la santé. Alors le terme de coopération, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui. C'est vrai qu'on assiste depuis un moment maintenant à un phénomène de coopération entre les acteurs de santé, que ce soit l'hôpital public via les GHT, les professionnels de santé via les CPTS. Mais on peut constater que les entreprises, en tout cas en France, les entreprises de santé, elles ne se joignent pas aussi naturellement à ce phénomène de coopération. Et on peut le regretter parce qu'elles sont des acteurs de santé à part entière. Alors ce matin, Benoît Péricard a utilisé l'adjectif touchy pour désigner les relations entre les entreprises et le monde de la santé. On va essayer de démontrer que le tableau n'est pas si sombre que ça et qu'il y a des pistes pour améliorer cette coopération. Pour ça, on va faire un état des lieux de ce qui existe, de ce qui fonctionne moins bien, des freins qui peuvent être culturels ou réglementaires, et puis essayer de tracer des perspectives pour essayer d'améliorer cette coopération justement. Alors on a la chance d'avoir une table ronde éclectique avec nous, avec des représentants du public, du privé, de l'entre-les-deux. Et donc sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Olivier Guérin qui est avec nous. Bonjour professeur. Et bonjour. Alors vous êtes gériatre et vous travaillez au CHU de Nice. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de coopération entre le CHU de Nice et les entreprises? Alors j'espère que vous allez me répondre oui, sinon la table ronde commence mal. Bon alors on en a déjà un peu discuté, c'est vrai. Oui, il y a des exemples de coopération puisque nous on en a porté une et la genèse est assez intéressante finalement parce que je ne sais pas si Charles Guéprat est encore là, mon directeur général du CHU de Nice vénéré, mais en tout cas c'est avec Charles qu'on a souhaité construire ce dont je vais vous parler maintenant, qui est un portefeuille de projets autour d'une ambition. Donc moi je suis gériatre. À Nice, je suis président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Et dans cet enjeu clé du bien vieillir, je suis un ancien élu local ici de la ville de Nice. Je connais bien ma métropole qui a une démographie qui a 10 ans d'avance en gros sur la démographie des autres grandes métropoles. Et donc l'idée c'était de montrer que ce qui était possible ici pouvait servir d'exemple en termes de sécurisation de ce qu'on appelle les parcours des patients, mais à tous les temps, le temps de l'anticipation, c'est-à-dire de la prévention, le temps du soin lui-même, et puis le temps du suivi après, que c'était possible, mais que pour ça, il fallait une alliance de compétences qui n'était pas que sanitaire et certainement pas que publique. Et quand on a souhaité monter ce portefeuille de projets, on s'est retourné vers des partenaires privés, notamment un gros, puisque c'est lui qui est le partenaire principal, qui est Malakoff Humanisme, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Intermutuelle Assistance avec son chef médecin ici, Michel Paoli, par exemple, avec des laboratoires, c'est le cas de Chiesi, c'est le cas de Sanofi, avec donc des acteurs très différents qui ont accepté, de financer ce portefeuille de projet, dont je vais vous parler très rapidement, à hauteur de 3,5 millions d'euros sur 3 ans, et le CHU a mis autant, notamment en termes de moyens directs, de ressources humaines ou de moyens de fonctionnement. Donc ce portefeuille-là, il est en soi un grand portefeuille de financement public-privé avec des objectifs partagés, des reportings réguliers auprès du collège des financeurs, mais vraiment avec une vision qui est une vision de santé publique au sens noble du terme évidemment, intégrant tous ces temps dont je vous parlais. Pour vous donner quelques exemples, on a dans le portefeuille de projet, ça va depuis l'identification de biomarqueurs de la fragilité avec de la biologie moléculaire ou ce qu'on appelle les omiques, de la génomique, de la métabolomique, de la protéomique, en passant par la définition de phénotypes plus clinique de ces syndromes dits de fragilité, en tout cas de réduction finalement avec le vieillissement de notre capacité à faire face, notamment sur le plan physique, avec une alliance là universitaire avec les collègues du STAPS, donc vous voyez que c'est très large. Également l'aspect de projection au domicile, de ressources de gérontopsychologie clinique pour permettre aux couples aidants aidés de faire face à des troubles du comportement perturbateur en prenant en soin l'aidé, mais avec un volet de psychoéducation de l'aidant. Donc vous voyez que c'est très éclectique apparemment, parce que l'objectif, il est lui très intégratif, qui est le meilleur service possible dans le cadre du vieillissement, tant, encore une fois, sur le champ de la prévention
et donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs, y compris les collectivités territoriales. Le temps du soin, et là il y a beaucoup à faire pour sécuriser les parcours de nos patients âgés au sein de l'hôpital et lutter notamment contre la dépendance iatrogène. Et puis derrière, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, le suivi de ces patients fragiles, polypathologiques chroniques, pour éviter qu'ils ne reviennent à l'hôpital et leur permettre une trajectoire de vieillissement qui soit la plus floride possible en pleine autonomie. Donc on voit que ces partenariats publics-privés, ils existent, ils fonctionnent. On pourra s'intéresser tout à l'heure aux freins et aux moyens d'améliorer ce dialogue. Je voudrais passer la parole à nos deux représentants des entreprises, du secteur privé. Floréal Alpex, on va commencer par vous. Donc vous êtes directeur méthode et qualité chez Elior Service. Vous avez l'habitude de travailler avec le monde de la santé. Vous trouvez que ce dialogue se fait naturellement ? Alors oui, on a l'habitude de travailler avec le secteur de la santé puisqu'on travaille qu'avec la santé, donc ça fait plus de 20 ans. Et effectivement, on se rend compte, on verra peut-être plus tard les freins qu'il y a donc entre le secteur de la santé et l'industrie et surtout les prestataires de services comme nous, où il est très difficile de par la réglementation et aussi des problèmes culturels et également en termes de structuration de le secteur de la santé de nouer des partenariats. Mais effectivement, on a réussi à mettre un certain nombre de partenariats avec des établissements, que ce soit publics ou privés, donc sur une base de confiance, de partenariat, de trouver vraiment un intérêt commun, de se faire confiance aussi, ce qui est important, ce qui est la base d'un deal gagnant-gagnant, et aussi d'apprendre à se connaître et de se faire progresser mutuellement. Je pense que l'idée, c'est vraiment de dire qu'on a forcément besoin de l'autre pour progresser, parce que ce soit le secteur de la santé, un hôpital ou une clinique, ou même notre entreprise, on ne peut pas être omniscient, tout savoir, et donc forcément, on a besoin de l'autre pour progresser. Alors cette idée de se faire progresser mutuellement, c'est quelque chose aussi que vous aviez souligné, Fabrice, quand on a évoqué ensemble cette table ronde. Donc Fabrice Broutin, vous êtes directeur du segment santé chez Schneider Electric. C'est intéressant parce que quand vous me parliez du fait de travailler spécifiquement avec le monde de la santé, vous me disiez il y a une approche différente à avoir, avec peut-être davantage de bienveillance et aussi une approche culturelle un peu différente. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je voudrais juste dire que le Covid, notamment, a été un accélérateur de créativité, d'innovation, de collaboration. Par exemple, j'ai un exemple, et comme on est à Nice, je vais prendre cet exemple. On a vu pendant le Covid nos aînés qui étaient plutôt isolés, et donc on a voulu travailler pour eux, et notamment collaborer avec des partenaires. Mais il fallait aller vite. Alors vous savez, d'habitude, nous, privés, publics, etc., on signe des NDA, on fait des tas de... Mais là, ça a été très très vite. Et en fait, on a travaillé avec eux pour nos aînés sur le confort, sur le lien social. On est allé chercher des PME françaises pour travailler sur l'interopérabilité avec nos solutions. Et puis, il fallait les sécuriser. Et donc on a regardé ce qui existait sur le marché français, parce qu'on voulait travailler avec une entreprise française, et on a trouvé une entreprise à Nice, enfin une start-up à Nice. Alors on a une petite entité chez Schneider Electric qui s'appelle Innovation of the Edge, et en fait on prend sous notre aile protectrice les start-up. On les aide financièrement, et puis on travaille véritablement avec eux sur l'interopérabilité avec nos systèmes. Et on a été très très vite, et on a sorti avec Cocoon une solution sur la chute, sur la chute, donc détection de chute, intrusion dans les chambres. Enfin, Olivier, des choses que tu connais bien. Et en fait, très très rapidement, on a eu une solution. Et on s'est retourné vers les hôpitaux pour faire des POC, pour leur proposer des POC, Proof of Concept, des tests, quoi. Et là, on a eu des réponses très rapides également, des hôpitaux qui nous ont suivis, alors des hôpitaux publics, des cliniques, des start-up, sur tout le territoire, sur Angers, Rennes, Nantes, les Mureaux,
sur Marseille, tout le territoire s'est vraiment mobilisé pour tester cette solution. Et on est aujourd'hui en pré-commercialisation. Tout ce que globalement, une entreprise comme Schneider, qui est un mammouth, et on met 2, 3, 4 ans pour sortir une offre. Là, on a mis 1 an et demi. Et ça, c'est à souligner. Alors ça c'est intéressant parce que vous me parlez de coopération avec le monde de l'hôpital, mais il y a aussi une coopération entre les entreprises qui est nécessaire pour apporter le meilleur service au secteur public avec lequel vous travaillez. Il y a une différence d'approche quand vous travaillez avec une start-up et un hôpital, j'imagine. C'est pas le même type d'interlocuteur? Non, ce n'est pas le même type d'interlocuteur. Une start-up, quand on a pris la start-up sous notre aile protectrice, ils étaient 2, maintenant ils sont 9, et puis ça va vite. Enfin, je veux pas dire que l'hôpital ne va pas vite, mais c'est comme Schneider, une grosse machine. Et une start-up permet d'être hyper réactif. Et c'est vrai qu'on est dans une autre dynamique, mais qui nous rend, nous, service également. Schneider, 170 000 personnes, 26 milliards de chiffre d'affaires, une grosse machine également, quoi. Alors on pourra parler en effet de la question de la réactivité de l'administration, éventuellement des différences culturelles qui existent entre le secteur privé et le secteur public. Je voudrais d'abord donner la parole au dernier intervenant de la table ronde. Donc James George, vous êtes directeur relations internationales pour le groupe San Donato, qui est un des plus grands groupes de cliniques privées d'Italie. Alors vous, c'est intéressant parce que vous êtes un peu le trait d'union entre le public et le privé. Vous vous adressez à ces deux typologies d'acteurs. Comment ça se passe quand vous travaillez avec le public d'abord, vos relations avec l'hôpital public? Alors, bonjour à tous. Pour rappel, en effet, le groupe San Donato est le groupe de santé leader en Italie avec un chiffre d'affaires à peu près de 2 milliards d'euros annuels. Et on a la chance et l'honneur de pouvoir prendre soin de plus ou moins 5 millions de personnes sur le territoire italien, principalement des gens de la région de la Lombardie, mais on prend soin aussi de personnes qui viennent d'autres régions de l'Italie, dues aux grandes inégalités qui perdurent malheureusement dans le pays en termes d'accessibilité aux soins. Et le groupe San Donato a eu la chance depuis 60 ans, en fait on est né proprement de cette particularité, de cette opportunité que l'on a pu avoir de pouvoir exercer comme hôpital privé effectuant un service public. Donc c'est une vraie particularité. On apparaît toujours un petit peu comme des extraterrestres quand je présente le groupe, notamment en France. Pour dire les choses très simplement, sur à peu près 5 millions de patients dont on prend soin chaque année, à peu près 80% des patients, en effet, sont des patients publics dont on prend soin sur des espaces qui sont des espaces publics, régis par des règlements qui sont émis par l'État régional lombard. Donc l'État régional lombard est à la fois un petit peu notre client, entre guillemets, et également notre évaluateur. Chaque année, nous devons ainsi réaliser des évaluations pour rendre compte de l'efficience de nos services rendus. Donc voilà. Alors quand on parle de coopération entre le groupe San Donato et des entreprises privées, on avait discuté la semaine dernière à ce sujet. Il y a des partenariats que vous mettez en place avec des grosses entreprises de la tech ou des Google ou d'autres sujets. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement qui existe, c'est-à-dire l'hôpital public ou même le grand public qui peut avoir une méfiance vis-à-vis du secteur privé, il se dit ça fonctionne, ça permet d'avancer sur les questions de santé? Absolument. En fait, il faut savoir que du coup, comme les investissements sont des investissements privés, donc les règlements mis en place sont les règlements, ce sont exactement les mêmes règles du jeu qui sont mises en place que pour l'hôpital public, mais les financements, ce sont des financements privés. Donc après, on a la liberté d'initiative sur des domaines qui peuvent être ceux de la technologie, de la digitalisation, de la télémédecine, de l'accessibilité des soins aussi sur le territoire, donc sur le développement capillaire sur le territoire lombard. Et ça permet du coup à l'État régional, mais également ça permet aux hôpitaux publics d'avoir un acteur privé qui assume la prise de risque entrepreneuriale tout en ayant la possibilité de créer comme ça de petits laboratoires pour voir à quel point le projet est viable et à quel point aussi la démarche peut être bien reçue de la part du public, notamment en termes de digitalisation, de télémédecine.
Oui, on avait utilisé le terme de brise-glace, justement, le fait de passer en premier pour démontrer que la voie est praticable et qu'on peut continuer sur ce type de coopération. Exactement. Justement, s'il y a un besoin de faire évoluer la culture du grand public ou des pouvoirs publics sur ces coopérations entre les entreprises et le monde de la santé, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors là, on va s'attarder sur la France plus particulièrement. Floréal, alors quand on a discuté, vous me disiez oui, il y a quand même il y a plusieurs soucis qui sont d'ordre à la fois culturel et réglementaire. On a du mal à parler le même langage. Oui, moi j'y vois trois obstacles. Un premier obstacle qui est structurel. Donc on voit bien que de plus en plus, dans le secteur privé, il y a des concentrations, que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social. On voit bien que le secteur public aussi se structure avec des GHT. Et donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'interlocuteurs. Avant de mettre en place un projet, il faut qu'on passe sous les fourches codines de 2, 3, 4 interlocuteurs, sans parler que des fois, si dans un GHT, on a des établissements support, des établissements parties, où il y a encore sur certains GHT quelques tensions. Donc, si c'est proposé par l'établissement partie, l'établissement support en prend ombrage et autres. Donc ça, déjà, il y a un problème structurel et on peut retrouver aussi ce genre de choses dans le secteur privé. Et on voit bien aussi que ces méga structures, on a certains moments, tels que des GHT, on a l'impression qu'ils veulent un peu tout faire. Et à un moment donné, à vouloir tout faire, on ne peut pas tout faire non plus et avoir connaissance sur tout. Et ça aussi, c'est une problématique aussi où on voit qu'avec ces GHT, on voit que ils veulent tout gérer. Ça, c'est un problème donc au niveau structurel. Après, il y a aussi au niveau culturel, on voit que le secteur de la santé prend toujours du temps. La prise de décision est toujours très longue, ce que l'on n'a pas forcément dans d'autres secteurs. Et il ne faut pas se cacher aussi que des fois, le fait d'être dans un grand groupe privé, c'est le grand méchant loup qui arrive, qui débarque, qui n'est là que pour faire des profits. Et donc, il faut convaincre le fait qu'on est vraiment sur un partenariat, sur une base d'un partenariat équilibré et que c'est pas le méchant privé qui veut manger l'établissement public ou autre. Donc ça aussi, il y a un changement de culture à mettre en place. Et après, le troisième point, c'est l'aspect réglementaire, où effectivement, étant une entreprise de service, nous, on est soumis au Code des marchés publics, donc avec des marchés qui sont relativement courts, de 3 à 4 ans. Et donc de travailler avec des établissements hospitaliers, alors je mettrai le privé à part, mais avec des établissements publics, forcément, ça peut générer quelques craintes de la part de l'acheteur en disant, écoutez, je vais créer un peu un délit de favoritisme où je vais privilégier telle ou telle entreprise dans le cadre d'une prochaine consultation. Donc là aussi, ça peut être un frein. Et on s'aperçoit aussi que dans beaucoup de marchés publics, notamment, on peut difficilement proposer des variantes puisqu'on est obligé de répondre à l'objet du marché. Donc des fois, quand on veut étendre le champ des prestations pour justement essayer de désiloter à un moment donné certaines prestations pour être beaucoup plus efficient, là, ça devient extrêmement compliqué puisque du coup, on est hors cadre du marché et ça aussi, le Code des marchés publics ne permet pas ce genre de souplesse. Donc une des pistes à explorer, ça serait... alors on comprend qu'il y a un encadrement qui est absolument nécessaire des relations entre les entreprises et le monde de la santé, mais essayer d'assouplir certains points. Vous aviez mentionné également la durée dans le temps des marchés qui, comme elle est limitée, ça empêche de se projeter sur des projets d'ampleur. Oui, éventuellement avoir des marchés plus longs. Et puis, je dirais aussi, il y a des appels d'offres sur performance qui peut être utilisé par l'acheteur public. Et effectivement, on voit bien ça sur des prestations intellectuelles. Mais après, sur des prestations de services qui peuvent balayer relativement large pour notamment améliorer l'expérience patient avec tout le volet hôtelier ou autre, etc. Je dirais il y a des tas de pistes à explorer. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de donneurs d'ordre qui prennent ce biais-là, alors que c'est une procédure qui pourrait être facilement mise en place par le donneur d'ordre.
Merci. Alors avant qu'on donne la parole au professeur Guérin pour donner son point de vue, Fabrice, vous ressentez la même chose en termes de différences culturelles, de langage à adapter quand on s'adresse à un hôpital, par exemple? Alors moi, je pense que c'est une histoire humaine, en fait. Et il faut ouvrir le champ des possibles. J'ai un autre exemple à vous donner. Alors toujours pendant le Covid, je suis désolé, mais on avait 10 000 respirateurs à trouver. Et en fait, on s'est associé, nous, Schneider, en lean manufacturing, avec Air Liquide, avec Valeo, et puis le quatrième, je regarde mes notes, c'était PSA, voilà. Et en fait, en 60 jours, on a sorti les 10 000 respirateurs. Il y avait donc ça, c'était plutôt des entreprises privées. Avec le public, avec les ingénieurs hospitaliers de France, il fallait sortir des unités de réanimation mobiles. Et on s'est vraiment mobilisé. Alors, plutôt des acteurs français. Et on a réussi à sortir également un projet qui n'a pas abouti parce que, heureusement, on n'a pas eu cette utilité. Mais voilà, en l'espace de un mois et demi, on a sorti un super projet. Et je crois que voilà, c'est une histoire humaine. Quand on est créatif, quand on veut aller de l'avant, eh ben on repousse. On est capable de repousser le champ des possibles. Professeur Guérin, quand on a échangé en amont de cette table ronde, vous me disiez on ne peut pas parler de coopération difficile. Néanmoins, il y a une approche du calendrier qui peut être différente entre le secteur privé, le monde hospitalier. Alors oui, je crois que ça a été assez partagé pour dire que le séquençage du calendrier, en tout cas, n'était pas tout à fait vu pareil entre le public et le privé. Je suis assez d'accord avec Fabrice que c'est surtout une histoire d'hommes aussi. Malgré tout, il y a aussi quelques éléments réglementaires qui sont très opposables, hein, vous en parliez, parce que finalement, on s'aperçoit, ça fait 15 ans, et il y en a quelques-uns dans la salle ici qui me connaissent, et ces sujets-là, on les a souvent évoqués ensemble. Je pense à la commande publique d'innovation, par exemple, puisque le secteur santé est extrêmement innovant, ou devrait l'être, en tout cas. On a du mal à le faire, alors qu'il y a beaucoup... nous, on a beaucoup de besoins. On a aussi de la capacité à co-concevoir l'innovation avec le privé, depuis le public. Mais derrière, les freins réglementaires de marché sont très difficiles. Alors, soit il faut assouplir la réglementation, même si elle est absolument nécessaire, évidemment. On parle d'argent public, donc il faut être très vigilant. Et les dérives sont évidemment toujours possibles. Et on peut assouplir, ou alors mieux utiliser des outils réglementaires déjà existants, qui sont peut-être pas connus ou pas dans les habitudes. Et là, on se heurte au deuxième frein, qui est pour moi plutôt culturel, du côté du public. On en avait discuté, moi je le vois. Alors là, pour le coup, j'espère que Charles est parti. Mais je le vis sur le portefeuille Bien Vieillir dont je vous ai parlé. Ça a été co-conçu pour le coup entre mon directeur général et moi, c'est-à-dire qu'on partageait cet ADN et cette volonté. Mais derrière, dans la gestion au quotidien par l'administration hospitalière, là c'est plus compliqué. Parce que là, il n'y a pas la réactivité et il n'y a pas la prise de conscience que finalement, quand on est dans un deal avec des privés financeurs qui nous font confiance, ben, il faut être à la hauteur. Les équipes terrain de recherche fonctionnent parfaitement. Je donne juste un exemple. Hein. Mais pour un rapport d'activité, il m'a fallu 3 mois pour obtenir les différentes signatures des différents directeurs référents pour pouvoir les transmettre aux financeurs qui pensaient qu'en fait les équipes terrain n'avaient rien fait, alors que tout le boulot était fait et le rapport datait de 3 mois, pour juste avoir quelques signatures. Donc là, on voit, c'est un exemple pour vous montrer l'intégration culturelle au sein d'une administration. Nous, les équipes terrain, notamment de recherche, on sait faire ça déjà. On travaille très souvent en interface avec le privé. Mais on a besoin aussi que ça soit bien compris et bien identifié comme étant un temps différent quand on a des partenariats avec le privé, parce que sinon ils ne nous font plus confiance. Et après, il faut remonter le travail d'image en disant mais non, ce n'est pas les équipes, hein, c'est l'administration. Alors ça, nous, on a l'habitude de le faire, nous les médecins, mais publics. Mais bon, au bout d'un moment, ça serait bien que ça évolue un petit peu. Je terminerai quand même juste sur ces freins réglementaires. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont handicapants pour nous qui sommes notamment sur les dimensions de recherche. Hein. Dans une compétition internationale, ils sont handicapants pour notre pays.
et sa capacité, on va dire, d'innovation et de recherche académique, vraiment. Et ça, c'est un vrai sujet, et je ne sais pas pourquoi. Bon, comme en ce moment, j'essaie avec les copains du conseil scientifique de conseiller le chef de l'État, il en a parfaitement conscience. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne crante pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué que ça de s'aligner en tout cas, parce que l'enjeu de compétition internationale est majeur. Et le déclassement qu'on subit, je le dis tel que je le pense, ce n'est pas possible de le conserver trop longtemps, parce que ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont les moteurs, c'est-à-dire ceux qui font la recherche, ceux qui font l'innovation dans le soin, ben, au bout d'un moment, ils se découragent et ils vont le faire ailleurs, hors des frontières. Alors c'est parfait parce que vous m'offrez la transition vers ma question pour James. On parlait d'international. Donc James, vous travaillez en Italie depuis plusieurs années, mais vous êtes français, vous avez fait vos études en France, vous connaissez le système de santé français. Alors est-ce que vous auriez des éléments de comparaison à nous apporter sur la façon dont ces partenariats publics-privés ils sont vus en Italie par rapport à la France? Est-ce qu'on a tant de retard que ça? Est-ce que la situation est grave? Bon, la question est ardue. Je citerai, comme je l'ai déjà fait avec toi lors de notre premier entretien, les statistiques de Bloomberg pour l'Organisation mondiale de la santé, études biannuelles, qui classent, et on a tendance à pas vraiment vouloir regarder ces chiffres, mais qui classe l'Espagne et ensuite l'Italie comme les deux premiers pays en termes d'efficience de gestion sur la qualité des soins délivrés aux patients au niveau national. Arrivent en troisième, en quatrième position Hong Kong et Singapour. Hong Kong et Singapour ont eu tendance à un petit peu fluctuer étant donné la situation géopolitique des deux pays. La France toujours dans l'excellence aussi. Et derrière, on a les États-Unis qui arrivent à la 36e position, il me semble. Pourtant, c'est un pays, les États-Unis, où on a des excellences en termes de recherche, des excellences en termes d'intervention de très très haut niveau. Mais comme on a pu en discuter ensemble, c'est vrai qu'en Italie, on a des expectatives de vie qui sont très longues, une très longue aussi qualité, une très longue vie aussi, très longue vie avec une bonne qualité de vie. Et également, on a une participation du GDP, du PIB, qui reste assez basse par rapport aux résultats en termes de morbidité et mortalité. Ce sont des chiffres qui, en général, font un petit peu grincer les dents quand j'ai tendance à les sortir. Ce n'est pas moi qui les ai fait, les chiffres, hein. Comme ça. Et c'est vrai que je pense, on parlait de l'huile d'olive et de la diète méditerranéenne, très certainement, malgré tout, je pense que le système de santé, il doit avoir sa part, sa contribution dans ces résultats. Et je pense que, par ailleurs, la possibilité de laisser de l'espace pour les entreprises privées qui veulent entrer en convention, qui veulent se conventionner et pouvoir avoir la chance comme nous de gérer 12% de la totalité des offres de soins sur le territoire, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et ça nous permet en plus, parce que le groupe depuis 60 ans a toujours la propriété du groupe, la troisième génération de la propriété du groupe, a toujours intégralement reversé les profits réalisés chaque année au bénéfice du groupe. Ça, c'est une vieille tradition spécifique au groupe Ossanonato. Ça ne veut pas dire que ça se fait partout, mais ces réinvestissements ont permis justement d'aller sur la recherche, de sauver de grosses institutions. On a tous plus ou moins suivi, je pense, l'affaire du sauvetage du Saint-Raphaël en 2012-2013, qui reste la première institution en termes de recherche au niveau italien. Et voilà, ça veut dire qu'il faut derrière avoir la possibilité, au niveau réglementaire, au niveau institutionnel également, mais aussi avoir les capacités d'investissement. Et malheureusement, là, je rejoins le discours de mon collègue qui fait le triste constat chaque année de voir le recul des investissements du public dans la recherche. Et de plus en plus, on doit, nous, refinancer la recherche pour ne pas perdre justement ces excellences qui sont malheureusement toujours plus fragiles, quelque part. Bon, alors, je lisais ce matin un article qui expliquait que la mozzarella devenait le fromage le plus consommé en France devant le camembert. Donc on verra dans quelques années si ça a un effet sur l'espérance de vie. Plus sérieusement, ce que tu me disais, c'est que du coup, cette
différences culturelles sur les partenariats publics-privés, ça a, selon toi, un impact sur la qualité du soin. Et comme tu le mentionnais, c'est vrai que l'Italie dépense une part plus faible de son PIB que la France. Exactement. Pour la santé. Une chose aussi, je voulais, par rapport à ce que disait aussi mon collègue, dans la situation de crise sanitaire, je rappelle, pour quand même donner quelques petits feedbacks vis-à-vis de ce qui a été vécu en Lombardie, on s'est mobilisé, au niveau du groupe San Donato, on s'est mobilisé avant même d'avoir été mobilisé par l'État régional. Les médecins étaient mobilisés, on a eu les machines, les espaces ont été mobilisés bien avant d'avoir la mobilisation réglementaire faite par l'État. On a opéré, on a été le plus grand hub de vaccination, on a fait jusqu'à 700 000 vaccinations juste sur le hub qui a été géré par Saint-Raphaël et San Donato. Donc, et dernier exemple, on a au tout début de la crise, les tout premiers protocoles de gestion, de prise de gestion des patients ont été absolument dans la plus grande gratuité, dans la plus grande transparence, ont été partagés par la propriété du groupe de Saint-Raphaël avec les hôpitaux de Paris, nos amis des hôpitaux de Paris que je cherchais aujourd'hui, mais que je n'ai pas eu l'occasion de voir malheureusement. Donc, en effet, le privé, ce n'est pas toujours des gros requins, ce n'est pas toujours la recherche de la marge et du bénéfice à tout prix et à tout sacrifice. Bien au contraire, je pense que là aussi, il y a, en termes de représentation que l'on se fait d'un côté et de l'autre, peut-être des poncifs à déconstruire. Alors les pouvoirs publics français, le gouvernement français, ils agissent quand même pour essayer de casser les silos entre le monde de l'entreprise et le monde de la santé. On est obligé de parler de l'article 51. Professeur Guérin, les articles 51, est-ce que selon vous, ça a été pour rappel, n'importe quel acteur de santé peut s'approprier justement, lancer un projet qui déroge aux règles de financement et d'organisation. Donc c'est peut-être un moyen de libérer la créativité des entreprises. Je regarde mes notes, j'ai noté, il y a depuis 2018 71 projets qui ont été retenus, il y en a 810 qui ont été déposés, il y en a 130 qui sont en cours d'instruction, donc on a une vague de créativité qui arrive et qui est portée en partie par des entreprises. Alors oui, l'article 51, c'est un changement culturel pour le coup, parce que c'est l'idée qu'on peut trouver des modèles expérimentaux de financement de la santé et que les acteurs publics comme privés ont le droit de les mener, et tant que faire se peut, c'est bien quand ils le font en partenariat. Après, pour ceux qui se sont frottés aux articles 51, c'est quand même pas si facile que ça à écrire, et là encore, la partie d'instruction administrative est très complexe. Donc c'est un premier pas, mais comme les CPTS sont aussi un premier pas vers la médecine de soins primaires, enfin le soin primaire territorialisé qui est si important et qui a montré à quel point notre soin primaire était dépassé par sa qualité, on va dire, libérale intrinsèque pendant la crise Covid. Tous ces trucs-là, c'est bien, mais c'est des toutes petites pierres dans un système qui globalement est très réfractaire au changement, alors que les enjeux qui sont devant nous sont colossaux et ne nous laissent pas le temps d'être réfractaires au changement. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est effectivement redéposer, on va dire, le business model de la santé en France, en tant que tel, vraiment, profondément, tant sur ses aspects libéraux que, à l'autre bout de la chaîne, je parle des acteurs du soin, là, des professionnels, que sur les partenariats publics-privés. Donc oui, il va falloir aller vite là maintenant. Là, vous sonnez l'alarme, là. La situation est grave. J'aimerais bien que ça soit un sujet de la campagne présidentielle. Pour l'instant, ça semble pas trop être le cas, mais allez savoir. Juste je vois, on avait déposé justement un projet d'un article 51, les premiers, en 2019. Alors peut-être qu'il n'était pas parfait, mais on a été doublement déçus. Bon, bien sûr, on n'a pas été retenu, mais quand on a vu la liste des premiers projets qui avaient été retenus, en fait, il n'y en avait aucun qui est associé d'entreprise à un privé. C'était que des projets d'établissements de santé qui avaient fait eux-mêmes un certain projet qui avait été retenu. Et j'avais trouvé que ce n'était pas forcément un bon signal donné par les organismes de tutelle pour favoriser justement la collaboration entre le public et le privé. Donc ça serait révélateur d'un biais culturel de la part des autorités qui sélectionnent qui ont peur d'être les premiers à... Nous, on l'a un peu pris comme ça, en disant, effectivement, on y a passé du temps, quand même. On avait associé aussi certains établissements hospitaliers.
Et effectivement, on n'a pas été retenu. Et quand on a vu la liste des premiers projets retenus, c'était que des établissements qui avaient mené ça de façon autonome et qui associaient aucunement des entreprises extérieures. Bon, je vois qu'on va arriver à 5 minutes du temps qui nous reste. Dans la dernière minute qu'on va prendre, est-ce que vous auriez chacun, en 3 mots, une recommandation à faire sur, voilà, si on devait agir dans l'immédiat, comment on ferait pour améliorer ce dialogue entre les entreprises et le monde de la santé? Oui, je vais bien commencer. Moi, je crois qu'il faut qu'on joue collectif. Notamment, on le voit en ce moment, il y a une structure de santé qui se fait cyberattaquer par semaine. On en a parlé tout à l'heure, mais ça devient infernal. Ce qu'on est en train de faire, donc nous, on fait des systèmes cybersécurité plutôt OT, et on est en train de s'associer, on s'est associé avec des Français également qui font des systèmes de sécurité IT. C'est-à-dire que globalement, on chasse en meute les hackers. Et il n'y a que comme ça qu'on gagnera par le jeu collectif. De mon point de vue, je conseillerais simplement de commencer à considérer le fait que le privé et le public ne soient pas forcément ennemis ou opposés, antagonistes, mais qu'on puisse commencer à considérer plus la complémentarité. Parce qu'à la fin des comptes, nous, on se perçoit aussi, on veut se percevoir plus comme un acteur qui, d'une certaine façon, par notre jeu aussi, par notre implication, notre implication dans le privé, on cherche par tous les moyens de rendre toujours plus accessible et plus soutenable l'universalité de la sécurité sociale, accessible à tous pour tous. Moi, je pense que la santé, c'est quand même l'affaire de tous, et que je pense que si on veut avancer ensemble, il faut vraiment se faire confiance. Que tout le monde abandonne l'instinct de propriété? Ça serait peut-être pas mal. Super. Moi je pourrais... je sens quand on parle d'abandonner l'instinct de propriété, il y a du remous dans la salle. C'est mon côté trotskiste. Je voudrais juste terminer de mon côté en disant que des événements comme les rencontres de Nice, c'est aussi des moyens de briser les silos entre le public et le privé. Et c'est quelque chose que, bien sûr, on apprécie.